Merci beaucoup Philippe et merci encore une fois à toutes les organisatrices et à tous les organisateurs de ce très très bel événement qui rassemble justement dans un bel exemple à la fois des chercheurs et chercheuses du milieu universitaire et aussi beaucoup de militantes et militants du mouvement syndical. J'ai pu le constater quand je suivais nos échanges par Zoom dans les 2 derniers jours. Et ça me fait donc très plaisir de vous entretenir aujourd'hui un petit peu de syndicalisme. J'ai évidemment pas la prétention de résumer en 15 minutes l'ensemble des défis auxquels fait face ce mouvement. Mon ambition est beaucoup plus modeste et je vais me contenter de proposer des pistes de réflexion sur quelques leçons qui peuvent être tirées de ces 2 années de pandémie, on va souhaiter que ce soit les 2 dernières, et de voir en quoi celle-ci est venue questionner l'action syndicale. Donc j'aurai peut-être une ampleur un peu plus modeste que d'autres présentations d'aujourd'hui et d'hier, mais je pense évidemment que c'est extrêmement important de s'interroger sur cet acteur. De façon générale, il me semble que la pandémie a surtout servi de révélateur et parfois d'accélérateur à des tendances et des constats qui avaient déjà commencé à être faits avant 2020, mais en leur donnant peut-être une plus grande acuité. Je propose quelques constats qui vont toucher à 3 volets. D'abord sur le plan des idées, ensuite sur celui de la place et du rôle du syndicalisme dans la société québécoise en particulier, et finalement, je terminerai en abordant la question de la démocratie syndicale. Et après avoir entendu mes collègues Noliwe et Luc, je me demande si, en fin de compte, cette idée de démocratie n'est pas un peu le fil rouge de notre panel et probablement d'autres échanges que nous avons eus dans les 2 derniers jours. Alors le premier constat que je fais qui est en lien avec les idées est un peu en forme de paradoxe et il a été de façon diverse en fait abordé déjà dans ce colloque. Alors que la pandémie a eu des conséquences dévastatrices sur bien des secteurs de la société, tant sur le plan sanitaire qu'économique, psychologique, social ou culturel, elle a aussi permis à certaines idées portées notamment par le syndicalisme depuis longtemps de se faire une place nouvelle dans nos sociétés, soit en raison de certaines décisions adoptées par les gouvernements, soit parce qu'elles sont apparues de plus en plus fréquemment dans le débat public. Je ne reviendrai pas sur cette idée de nécessité et de possibilité de la dépense publique qui a été beaucoup abordée ce matin en particulier, mais je me focaliserai peut-être sur un enjeu plus spécifique au mouvement syndical, qui est celui de la nécessaire revalorisation, notamment salariale, mais pas uniquement, des travailleuses et travailleurs du réseau de la santé, qui est venu assez rapidement dans la discussion publique au début de la crise. Le rôle central de ces travailleuses et travailleurs-là dans la bataille contre la COVID-19 et le manque cruel de personnel dans le système hospitalier pour y faire face ont non seulement donné lieu à des discussions sur leurs conditions de travail, mais aussi à la mise en place de certains incitatifs financiers pour les retenir. Évidemment, c'est loin de répondre de façon satisfaisante à la substance des revendications syndicales. N'allez pas penser que je pense que quelques primes vont venir résoudre tous les problèmes. On a aussi un enjeu, évidemment, autour du fait que la discussion s'est beaucoup centrée sur un certain corps de métier, à savoir les infirmières, qui est absolument essentiel, mais la discussion a peut-être eu tendance à ignorer d'autres groupes qui permettent au réseau de fonctionner. On a parlé un peu des préposés aux bénéficiaires à un moment donné, mais de façon relativement modeste. Et bien entendu, au-delà des dimensions purement pécuniaires, c'est bien entendu la qualité de vie et l'organisation du travail qui était mise de l'avant par les travailleuses et leurs syndicats. Ceci étant dit, la crise a quand même permis de révéler au grand public certains enjeux, comme la place des agences, par exemple, ou encore les impacts désastreux de la gestion lean dans le domaine de la santé, dont les syndicats de ce réseau avaient parfois du mal à faire ressortir l'importance auprès du grand public. De façon plus large, c'est l'importance de nombreux emplois qui s'est trouvée revalorisée auprès de la population. Outre les travailleuses et travailleurs des réseaux de la santé, des services sociaux, qui sont aussi un oublié généralement de ces discussions-là, et de l'éducation, dont la créativité et le dévouement ont été moult fois démontrés. Ce sont celles et ceux des services en particulier qui ont été mis en lumière, notamment dans le domaine du commerce et de la distribution. Alors là aussi, on a eu quelques initiatives éparses et ponctuelles de revalorisation salariale, mais dans des proportions beaucoup plus modestes que ce qu'on a pu constater dans le secteur public. Et on peut, je pense, faire l'hypothèse raisonnable que le fait que la densité syndicale soit beaucoup moins forte dans ce secteur que dans les services publics y est sans doute pour quelque chose. Le regard, toutefois, sur ces travailleuses et travailleurs-là semble avoir changé, au moins temporairement.
Et ici, je souhaiterais pointer que, de façon ironique, la notion de travail essentiel en est venue, dans le débat public, à prendre une connotation quasiment positive pour les salariés et leurs syndicats, alors que jusqu'à présent, cette expression-là, en particulier utilisée dans le cadre des services essentiels, était surtout utilisée pour limiter la capacité d'action collective dans ces domaines. Donc, on se retrouve avec une forme de glissement sémantique d'une expression traditionnellement utilisée pour, à toute fin pratique, limiter, voire éliminer le droit de grève, vers une expression qui, au contraire, nous rattache à des notions de dignité du travail qui sont beaucoup plus proches des revendications syndicales traditionnelles. Et donc, il va être intéressant de voir dans quelle mesure est-ce que ce changement-là, d'ordre, encore une fois, pour l'instant essentiellement sémantique, impactera les prochaines discussions autour des conditions de travail dans ces secteurs, mais aussi des conditions d'organisation collective de ces travailleuses et travailleurs-là. En d'autres termes, si leur travail est si essentiel que ça, pourquoi est-ce que ça devrait être les seuls à se voir privés du droit d'organisation collective et d'exercice de moyens de pression? C'est aussi dans ce domaine-là que les enjeux liés en particulier au travail de plateforme et à l'organisation de ces travailleuses et travailleurs-là ont suscité de nombreux débats, mais je n'y reviendrai pas dans le cadre de cette présentation. Toujours sur un plan peut-être plus qualitatif, l'importance de la santé et de la sécurité du travail, mais aussi le fait qu'il s'agisse avant tout d'une responsabilité des employeurs, est beaucoup ressorti durant la crise. Depuis l'approvisionnement en équipements de protection personnelle jusqu'aux carences des systèmes de congés maladie, en passant par l'importance de la prise en compte des responsabilités familiales, de nombreux thèmes ont fait leur apparition dans les médias alors qu'ils sortaient rarement auparavant des discussions aux tables de négociation. La SST est un sujet technique, parfois aride, qui recouvre des dimensions très spécifiques à chaque milieu de travail et donc elle est rarement mise de l'avant et elle a soudainement été projetée à l'avant-scène et son importance a été révélée au grand public. Donc là encore, il va être intéressant de voir dans quelle mesure cette dimension-là va persister au-delà de la pandémie. Finalement, même la notion de télétravail peut être placée en perspective des revendications syndicales de plus long terme. Si cette réalité n'a certes pas occupé une place prépondérante dans les négociations collectives avant la pandémie, plusieurs organisations syndicales, notamment représentant des professionnels, avaient commencé à plancher sur des balises à adopter en la matière. On sait notamment que le débat sur le droit à la déconnexion avait commencé bien avant la COVID-19. Et les preuves sont déjà là. Personnellement, je suis notamment les négociations de l'Alliance de la fonction publique du Canada avec le gouvernement fédéral pour montrer que le télétravail va occuper une place importante dans les futures conventions collectives et que son traitement impliquera bien plus que des dimensions purement technologiques. L'impact sur la santé mentale, sur les enjeux de surveillance à domicile, sur les obligations patronales en termes d'équipement de travail seront aussi à l'avant-scène de ces discussions-là. Je passe maintenant à mon deuxième volet qui est celui de la place et du rôle du syndicalisme. Si certaines idées qui ont été mises de l'avant par le syndicalisme semblent avoir bénéficié effectivement d'une certaine visibilité pendant la pandémie, ça ne signifie pas pour autant que le syndicalisme lui-même comme acteur sociopolitique en ait bénéficié. Ça fait maintenant plusieurs années que le constat d'un déclin d'un certain modèle québécois de concertation syndicale a été fait. Tant au niveau local que national, les syndicats au Québec ne bénéficient plus du statut d'interlocuteur privilégié que leur avait conféré la Révolution tranquille et les premiers gouvernements péquistes notamment. Et force est de constater que la pandémie n'a fait que renforcer cet état de fait. Même quand il s'agissait d'offrir des améliorations à des groupes de travailleurs et travailleuses, le gouvernement Legault est passé à plusieurs reprises allègrement au-dessus de la tête des organisations syndicales qui les représentaient. Ça a fait dire au président de la FTQ, qui historiquement est la centrale la plus attachée à ces mécanismes de consultation et de concertation politique, qu'il n'y avait aucun dialogue social avec le gouvernement Legault dans son bilan de l'année 2021. Évidemment, il faut se garder d'idéaliser ce qui a été le modèle québécois de dialogue social. Il a certes donné aux syndicats un accès au pouvoir politique relativement unique dans un contexte nord-américain, mais il a aussi été une lame à double tranchant, notamment en mobilisant d'importantes, certains diront de trop importantes ressources, mais aussi en servant à l'occasion à obtenir l'aval du mouvement ouvrier pour des projets qui étaient bien loin de ses intérêts. Et là, c'est bien entendu le sommet socio-économique de 1996 qui revient à l'esprit.
Ce modèle, on l'oublie peut-être parfois aussi, a eu tendance à donner au syndicalisme une représentativité allant bien au-delà de son membership formel. En fin de compte, les syndicats représentaient l'ensemble de la société civile dans ces mécanismes-là, au détriment d'autres organisations populaires. Et je pense qu'aujourd'hui, même les syndicats eux-mêmes n'appuieraient plus ce genre d'arrangement institutionnel. On se doit de penser, si tant est qu'on veut y aller, vers un nouveau modèle de dialogue social, vers un modèle plus inclusif. Et cette réflexion-là constituera ou pourrait constituer un chantier important pour le syndicalisme dans l'après-pandémie, qui se nourrira à la fois des constats des dernières décennies, mais aussi des réalités plus récentes connues durant la crise de la COVID-19. J'aimerais toutefois faire un autre point par rapport au rôle du syndicalisme pendant cette crise. J'ai trouvé la crise a également permis de faire émerger un rôle qui n'est pas totalement nouveau, mais qui est relativement ponctuel, qui n'est pas très fréquent pour le syndicalisme, qui est celui de lanceur d'alerte. Souvenez-vous, dans les premiers mois de la crise, alors qu'il était très difficile, même pour les journalistes, d'obtenir des informations claires sur ce qui se passait dans les établissements de santé et dans les CHSLD notamment, on a alors vu des présidentes et présidents de syndicats, surtout des présidentes locaux, devenir de précieuses sources d'informations sur ce qui se passait au quotidien dans leurs établissements et sonner l'alarme sur les conséquences dévastatrices du manque de moyens et de personnel. Et ce rôle de relais des réalités du monde du travail est vital dans une société démocratique. La pandémie a permis de montrer qu'il ne repose pas uniquement sur les leaderships nationaux. On pense souvent aux grandes interventions des présidentes et présidents de centrales syndicales qui viennent justement sonner l'alarme littéralement sur certaines réalités, mais on s'est rendu compte là aussi que les militantes et militants locaux jouaient un rôle de premier ordre à cet égard, évidemment parce qu'elles et ils sont les plus à même de témoigner de la situation dans leurs établissements. C'est ce dernier constat qui m'amène logiquement à la question de la démocratie syndicale. Et en fin de compte, je veux aborder la question de la démocratie syndicale en lien avec la question de la participation et de la vie syndicale. Là encore, c'est loin d'être un constat, une problématique nouvelle, récente. Plusieurs organisations avaient entamé de nombreuses réflexions sur cette question-là avant la pandémie. Et les débats sur la démocratie syndicale sont à peu près aussi anciens que le syndicalisme lui-même. Mais il s'agit là aussi de voir dans quelle mesure est-ce que la pandémie a jeté une nouvelle lumière sur ces questions-là. Incontestablement, la pandémie a posé des défis immenses pour la participation et la vie syndicale et par le fait même pour la démocratie. Les contraintes imposées par la santé publique, en particulier à l'égard des rassemblements en personne, ont forcé les organisations à devoir, pardonnez l'expression, se retourner sur un dixaine et à devenir expertes en Zoom, en procédure de vote électronique, etc. Il ne faut pas nier, évidemment, certains des avantages de ces outils, un peu à l'image de l'expérience vécue par beaucoup d'enseignantes et enseignants. Les assemblées générales en visioconférence ont souvent permis plus de présence, mais moins de participation. Et à l'instar du télétravail, certaines de ces technologies sont sans doute là pour rester et elles risquent d'être réclamées à l'avenir par des membres qui y voient une solution, au moins partielle, à la conciliation travail, famille, militantisme, mais elles comportent de nombreuses limites quant à leur capacité de créer d'authentiques espaces délibératifs. Or, la démocratie syndicale, c'est bien plus que des élections. C'est la création d'un espace de discussion et d'échange au sein duquel se bâtissent progressivement, par la discussion et par l'échange, des consensus, se définissent des intérêts et se déterminent éventuellement des stratégies. Donc, il ne peut pas y avoir de déterminisme technologique à cet égard-là. Elles sont là pour rester, mais il va falloir incontestablement penser à leur place dans les mécanismes et dans la vie syndicale. Les effets de la pandémie se sont donc fait ressentir sur les collectifs et ils ont aussi, bien entendu, impacté de façon très importante les individus. Vous aurez sans doute noté comme moi qu'à bien des occasions, ces leaders syndicales locales dont je vous parlais tout à l'heure, comme des lanceuses d'alerte, étaient souvent présentés dans les médias comme présidentes par intérim de leurs organisations locales. On a très clairement constaté des difficultés de recrutement, des difficultés à combler des postes dans beaucoup de syndicats. Et encore une fois, la question n'est pas nouvelle, mais la pandémie est venue exacerber cette tendance-là.
Et c'est bien normal. La COVID-19 a conduit beaucoup d'entre nous à se replier sur des enjeux personnels, à délaisser certains espaces collectifs. Et loin de moi l'idée de blâmer qui que ce soit là-dedans. Il n'y a rien de plus normal quand la maladie nous affaiblit, quand nos sources de revenus deviennent incertaines, quand les affres du télétravail, du téléenseignement et du confinement nous forcent à repenser nos milieux et nos rythmes de vie, que de se recentrer sur soi-même et sur ses proches. Noliwe parlait tantôt d'épuisement de la société civile. C'est exactement à cela que je fais référence. Comment faire alors pour raviver les énergies militantes, pour redonner le goût de l'engagement ensemble? Ce qui est certain, c'est que c'est probablement pas en prétendant, comme l'a fait le gouvernement Legault de façon à peine voilée, que les personnes bénéficiant de libération syndicale ne travaillent pas. Vous vous souviendrez de cet épisode tout à fait tragique au cours duquel on a refusé d'appliquer des primes à des travailleuses sur le simple prétexte qu'elles étaient en libération syndicale. Ici, on voit un signe très, très évident de la volonté explicite non seulement de court-circuiter, mais de délégitimer l'acteur syndical, tant sur le plan national que local. Et ça ne fait qu'exacerber ces difficultés à inciter les travailleuses et travailleurs à s'engager. Les idées et propositions pour raviver la démocratie syndicale ne manquent pas. On connaît celles formulées par Christian Nadeau, notamment avec la question du temps et des espaces à créer pour la délibération. Mais je vois personnellement une lueur d'espoir sur un autre terrain, et je terminerai là-dessus. J'ai pour m'en dire que rien ne vaut une ligne de piquetage pour créer des solidarités et ainsi inciter les individus à s'engager. La recrudescence récente des conflits de travail, soulignée notamment par la présidente de la CSN dans les médias, mais aussi une certaine résurgence des grèves aux États-Unis, laisse à penser que la pente descendante sur laquelle nous nous trouvions depuis des années, voire des décennies, pourrait être remise en question. Je parle de la pente descendante des nombres de jours non travaillés en raison de conflits de travail. Ça n'est pas l'idée pour moi de promouvoir la grève simplement pour le plaisir de faire la grève. Je sais qu'un conflit de travail peut être extrêmement pénible et difficile à vivre, mais force est de constater que cet équilibre entre conflit et démocratie, même s'il est toujours délicat à trouver, est, dans le cas de la démocratie syndicale, absolument nécessaire à penser. Un piquet de grève, c'est la conséquence de la démocratie syndicale, c'est la conséquence d'une décision collective, mais c'est aussi à revers un espace où va se créer la démocratie et les solidarités. Et donc, je vous invite en concluant peut-être à penser à cet enjeu-là et à mettre cela sur la longue liste des chantiers que nous devrons penser dans l'après-pandémie. Je vous remercie beaucoup.